Nous allons ce soir à notre orateur poser deux questions qui sont assez simples. Comment dans le temps et dans l'espace, médecine et logistique s'allient pour lutter contre la fatalité? Et qu'est-ce qu'un bref délai, celui nécessaire pour être utile? Qu'est-ce qu'un bref délai? Comment être au bon moment, au bon endroit? Et je vais donc maintenant simplement et brièvement vous présenter notre orateur, un ami, Jean-Louis Ducassé, ici présent, qui va me rejoindre dans très peu de temps lorsque j'aurai très simplement et de manière sans doute incomplète rappelé son curriculum vitae et ses états de service. Jean-Louis, alors si nous étions de manière officielle dans un lieu très académique, je vous verrai. Jean-Louis, tu es docteur en médecine depuis l'année 1979. Tu as été lauréat de l'université, médaille d'or. Ton sujet de thèse a concerné l'encéphalopathie, les questions hyperbares et les dégâts collatéraux induits par les situations de cette nature. Je n'entre pas dans les détails. Tu es doté de nombreux diplômes d'études complémentaires, très nombreux. Alors, parmi ces diplômes d'études complémentaires, il y a certains d'entre eux qui sont dédiés à la médecine d'urgence, d'autres qui sont consacrés à la réparation du dommage corporel. Tu es également un expert en contentieux médical, et Dieu sait si la médecine se judiciarise actuellement. Et puis tu es également expert en médecine subaquatique. Tu es un spécialiste de la vie ou la survie sous les eaux. Tu es doté d'un master en management médical que tu as obtenu à l'École supérieure de commerce de Paris. Je te regarde pour savoir si je ne dis pas de bêtises. Je peux continuer? Et puis, tu as été lauréat de l'université en obtenant en 1997 la plus haute distinction du monde universitaire, qui est une HDR, une habilitation à diriger des recherches. Au plan de tes activités hospitalières, chef de service des urgences de 1996 à 2000 au CHU de Toulouse. Je salue monsieur le directeur Tabarly qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Et puis ensuite, tu as eu d'autres activités. Tu as été en responsabilité au SAMU 31 de 2004 à 2016. Entre-temps, tu as été conseiller médical du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation ou de la santé. De l'hospitalisation, donc le tout premier moment de la RH. Tu as exercé de nombreuses fonctions électives au sein de tes pairs, la commission médicale d'établissement, au sein également du conseil d'administration du CHU de Toulouse. Donc tu connais bien la mécanique hospitalière et pas uniquement la mécanique médicale. Et puis tu as également des activités extra-toulousaines. Tu es expert pour la HAS, la Haute Autorité de Santé. Tu as exercé plusieurs missions dans l'ordre de la qualification des services d'urgence en France. Tu es également altruiste et tu as eu l'occasion d'intervenir dans des missions sanitaires importantes, notamment deux, je crois. Tu as contribué à exfiltrer des résidents français du Liban en 2005. Et je crois qu'antérieurement à cet épisode assez douloureux de l'histoire de la Méditerranée, tu t'es également présenté avec efficacité en Algérie à l'occasion d'un tremblement de terre, c'est exact? Voilà, tout ça pour dire que tu es un homme instruit, estimable, et que nous te portons bien sûr notre estime. Je dirais également que tu es administrateur d'une organisation non gouvernementale qui s'occupe de relations nord-sud, mais peut-être que tu nous en diras quelques mots, parce que de la médecine d'urgence individuelle à la médecine de catastrophe, il y a un lien qui unit sans doute le nord et le sud de notre globe, cette petite planète bleue qui se dégrade. Alors, je crois que tu vas nous dire des choses un petit peu sérieuses, parfois inquiétantes, mais également rassurantes du point de vue de la solidarité qui ferait que, d'une certaine manière, le SAMU, c'est une belle invention. Jean-Louis, tu as la parole. Les paroles de du professeur Roland Bugas sont bien sûr très, très laudatives. On avait prévu quelques photos de Louis Larrey, mais je vous en reparlerai.
Et je vais commencer en remerciant Olivier Mock et toute l'équipe de Sciences et Animation de m'avoir permis de participer à ce cycle des découvrades. Et vous le voyez peut-être écrit, les découvrades de soleil. Pardon. Allez, ça commence les bêtises. Donc les découvrades de soleil. Et bien voilà, on va y arriver. Toujours trahi par la technique. Donc j'arrête de toucher ce qu'il ne faut pas. Voilà, ici vous avez les découvrades de soleil. Ça m'a rappelé que le professeur Jean-Paul Soleil-Avoup a été un de mes enseignants au tout début de mes études à la faculté de médecine. Mais ce que je voudrais surtout faire, c'est rendre hommage, comme l'a dit Roland Bugat, à mon maître, le professeur Louis Larrain. Bien sûr, vous le savez, il a été le fondateur du premier SAMU en France, on y reviendra. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été un des tout premiers agrégés d'anesthésie-réanimation, qu'il a créé une véritable école d'anesthésie-réanimation, qui a permis à des centaines de médecins de suivre ce cursus de formation. Et il a été bien d'autres choses. Vous savez que c'était un homme politique. Il a eu le plaisir d'être conseiller municipal et maire de son village d'origine, d'Aizacoste, dans les Hautes-Pyrénées, puis une carrière politique dans la métropole toulousaine. Il a été le premier président de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et il a terminé sa carrière, il a travaillé jusqu'à la fin, en développant la télémédecine. Moi, personnellement, j'ai eu un immense plaisir. C'est que le bâtiment qu'on a érigé à Purpan pour accueillir les licitations, cette plateforme qui est tout à fait en haut, et le SAMU, porte son nom. Alors vous allez me dire, bon, c'est tout à fait banal. Non, ce n'était pas banal parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible. Le CHU ne voulait pas donner le nom d'une personne vivante à un de ces bâtiments. Et c'est le monsieur qui est en beige devant moi, qui est Jean-Jacques Romaté, l'ancien directeur général du CHU de Toulouse, qui a cassé cet interdit, qui m'a permis d'appeler Louis Larrain en sortant de son bureau pour lui demander s'il était bien sûr d'accord. Et donc c'est le jour de l'inauguration, en 2008, entouré, Madame Larrain est sur la droite, mais avec toutes les personnalités de l'époque. Quand il m'a été proposé donc ce sujet, j'ai bien compris que je ne devais pas vous faire un cours de médecine. Ça, c'était relativement facile. Je me suis posé la question de savoir si je devais faire un cours de management. Le professeur Roland Bugat a rappelé que j'avais suivi une formation pour le management médical. Et puis je suis revenu sur le titre que m'a proposé Olivier Mock, que j'avais accepté, en me disant qu'après tout, les trois verbes qu'il avait mis ou qu'ils avaient mis dans le titre avaient un certain sens et pouvaient me permettre d'essayer d'approcher cette problématique de l'urgence, et en particulier, bien entendu, de la médecine d'urgence. Et dès que j'ai commencé à réfléchir sur ces trois verbes, je me suis interrogé en me demandant si on était capable de maîtriser quelque chose qu'on définissait mal. Alors là, j'en entends déjà qui disent, ben, si l'orateur ne sait pas de quoi il va parler, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais moi, je vais essayer de vous démontrer, pas par l'absurde du tout, qu'on n'est pas toujours en phase avec ce qu'est l'urgence. Et que c'est sûrement un des problèmes de fond de l'urgence en général et spécifiquement de la médecine d'urgence. Et pourtant, si on reprend l'histoire, on va aller très très vite sur tous les millénaires qui nous ont précédés, ben, on va partir d'Homo erectus, qui lui ne se posait pas du tout la question, il était là pour tuer, pour survivre, pour manger. Et puis il y a eu notre premier à nous, Homo sapiens, dont une des particularités, c'est qu'il a porté attention aux autres qui l'entouraient. Et à partir de là, s'est développée cette notion de porter attention. On ne parle pas d'urgence, on porte attention. Et si vous avez eu la chance au Louvre de voir la stèle du code de Hammurabi, 18e siècle avant notre ère chrétienne, sur cette stèle, sur la face derrière, donc, il y a gravé les recommandations et les lois que devaient respecter les soignants. On ne parlait pas encore de médecins. Et c'était très strict sur ce qu'ils devaient faire pour, justement, essayer d'apporter quelque chose à leurs semblables. Un peu plus loin, vous avez ce vase de Scythes. Les Scythes, c'était une tribu indo-eurasienne, on va dire entre la mer Noire et la Sibérie. Et vous voyez que ces gens-là, au 7e ou au 4e siècle avant notre ère, savaient faire des soins de dentisterie. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était que les dentistes, bien sûr, mais ils savaient traiter des soins de dentisterie et ils savaient également immobiliser des foyers de fractures chez les fameux guerriers scythes. Et puis, il y a notre père à tous de la médecine moderne,
Hippocrate, qui ne parle pas d'urgence toujours, il parle de secours. Il dit, si on donne les secours avant qu'elle n'échappe, on sauvera le malade. Et donc vous dites, voilà, on commence à avoir cette notion de ce qu'il faut faire face à une situation que nous, on appellera une urgence. Un grand saut dans l'histoire. J'adore cette photo de la cathédrale de Milan que vous connaissez tous. Et là, ça a été le début d'une collectivité qui s'est intéressée aux soins qu'elle prodiguait et qu'elle payait pour une profession exceptionnelle qui était les tailleurs de pierre, les bâtisseurs de cathédrales, qu'ils protégeaient en leur garantissant donc le paiement des soins et des médicaments. Et puis on va passer dans une période beaucoup plus difficile, c'est les secours aux blessés de guerre, qui ont bien sûr fait progresser énormément la médecine militaire, mais la médecine d'urgence, avec un chirurgien. Roland Bugat a bien annoncé que ce n'était pas que des médecins, pas que des urgentistes, il y a aussi des chirurgiens. Et Ambroise Paré a été le premier à comprendre qu'on avait quitté les plaies par arme blanche pour aller vers les plaies par arme à feu, et qu'il fallait aller autrement et ligaturer les artères de ces plaies. On voit également qu'Henri II, XVIe siècle, crée un hôpital ambulatoire. Alors c'est un peu plus tard que Sully le mettra en place, mais ça commence. On commence à avoir quelque chose qui apparaît et qui va peut-être permettre cette organisation dont on parlera après. Les assistances aux blessés de guerre, on ne peut pas citer un deuxième bigourdan célèbre, qui est Dominique Larrey, qui était le médecin, le chirurgien des armées napoléoniennes, et qui va inventer, imaginer ce qu'il a appelé une ambulance volante. Alors il n'y avait pas du tout de moteur, il n'y avait pas d'aile, c'était tout simplement un chariot tiré par des chevaux, et vous voyez ce chariot est aménagé. Alors, je ne sais pas que je vais retrouver mon pointeur, autrement ça va être compliqué. Je pense que j'y arriverai pas. Ah, j'y arrive pas. Je suis désolé. Voilà, et ici vous avez donc le blessé qu'on vient chercher sur le champ de bataille, et vous avez cette peinture très célèbre où il est avec Percy, qui a donné son nom à un hôpital militaire célèbre de la région parisienne, et où Percy et Dominique Larrey jettent les premières bases du triage chirurgical. Et avec cette phrase qui est révolutionnaire pour l'époque, on est au XVIIIe siècle. Et le baron Larrey dit, on commence toujours par les plus dangereusement blessés, sans égard au rang et aux distinctions. Des champs de bataille, il y en a eu avec les guerres napoléoniennes, que ce soit Napoléon Ier ou Napoléon III, avec des hécatombes. Vous avez cette liste où vous voyez que, bon, il n'y a pas que les guerres napoléoniennes, puisque Gettysburg, c'est une bataille de la guerre de sécession, où 32% des 71 000 soldats confédérés sont morts ou blessés. Et vous voyez qu'on a engagé jusqu'à 525 000 soldats sur la bataille de Leipzig. Un demi-million sur une bataille. Et puis il y en a une qui est plus célèbre que les autres, c'est la bataille de Solferino, parce que c'était une bataille où il y avait des spectateurs qui assistaient en haut des collines à la tuerie qu'il y avait en bas. Et Henri Dunant, qui était industriel, on va dire, suisse, était invité à assister à ça et a écrit ce fameux souvenir de Solferino, d'où est né le concept de la Croix-Rouge internationale. Et pour moi, Henri Dunant a eu cette deuxième phrase aussi importante que celle du baron Larrey, en disant « Les blessés seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent ». Et vous savez qu'il a été le premier prix Nobel de la paix en 1920. D'autres conflits mondiaux en Europe, Première Guerre mondiale, les petites curies, Madame Joliot-Curie avait permis la création de ces voitures radiologiques qui allaient sur les champs de bataille pour faire de l'imagerie au plus près des blessés. On avait d'autres techniques, des infections. Le médecin général Robert Piquet, qui a donné son nom, lui, à l'hôpital militaire de Bordeaux, avait prédit que l'aviation sanitaire se développerait et que les heures remplaceraient les jours dans la durée des transports des blessés. On a continué à avoir quelques inventions. On a surtout l'arrivée de l'antibiothérapie. En 1942, avec l'US Army, les banques de sang, les solutés de remplissage. Et puis, s'il y en a parmi vous qui sont nostalgiques de certains cinémas des années 70, vous avez peut-être vu MASH. Et MASH, ça veut dire Mobile Army Surgical Hospital.
C'était l'armée américaine qui avait réussi à comprendre le principe de déployer des solutions qui allaient au contact des blessés, au plus près des blessés. C'est également vrai dans la vie civile où le médecin-colonel Charles Cott dit « En situation de gravité, c'est l'hôpital qui va au blessé, non le blessé qui va à l'hôpital. » Et c'est ce qu'a dit Louis Larrain quelques années après, en disant « On ira au pied de l'arbre chercher le blessé, on l'amènera dans le service de réanimation. » Et à partir de la deuxième partie de ce XXe siècle, sont arrivés ces pionniers du concept actuel de la médecine préhospitalière. Donc j'ai déjà cité Louis Larrain, mais il avait commencé beaucoup plus tôt que 1968, puisque dès 1954, il n'avait pas bricolé, mais il avait mis un poumon d'acier, qui était le moyen de ventiler les poliomyélytiques de l'époque, dans un fourgon de la Croix-Rouge française. Il allait les chercher dans les hôpitaux où on ne pouvait pas ventiler ces enfants et ces adolescents. Et puis une deuxième phrase célèbre, je vais arrêter un peu là les citations, c'est celle d'un neurochirurgien, Marcel Arnaud, qui était de Marseille, et qui, devant l'hécatombe des accidents de la circulation à partir de 1960, a dit « On ramasse un blessé, on transporte un agonisant et on hospitalise un mourant », qui montrait bien toute la complexité de cette problématique. Alors je l'ai dit, quelques semaines après les événements de mai 68, qui ont quand même un peu bousculé la France, la commission administrative des hôpitaux de Toulouse, qui préfigurait le conseil d'administration, a décidé, ce qui est amusant, c'est écrit à titre d'essai, la création d'un service d'aide médicale urgente. Et c'est un essai qui dure quand même depuis plus de 52 ans. Alors vous allez me dire, bon ben voilà, vous avez fait un panorama de l'urgence ou des secours dans une histoire un peu accélérée, mais aujourd'hui, c'est quoi la notion d'urgence ? Alors je vais vous citer deux phrases encore, j'en suis désolé, mais ces deux phrases qui m'ont marqué, elles ont été prononcées par un homme dont je vous dirai le nom après. On pourra penser que c'est un très grand syndicaliste de l'urgence, mais à la fin d'un colloque que j'avais organisé à l'Hôtel-Dieu sur la médecine d'urgence, il a dit que pour lui, c'était un formidable marqueur de la société. Parce qu'il n'y avait qu'une société arrivée au sommet de l'individualisme pour faire de l'urgence la règle, c'est-à-dire la porte devenue normale et ordinaire d'entrer dans un hôpital. Et en plus, avec une boutade, il avait dit que c'était un système dévoyé. Il disait aller aux urgences pour pallier les défaillances économico-sociales, c'est comme aller à l'armée pour apprendre à conduire, c'est utile mais pas assez pour gagner les guerres. Et cet homme, c'est Xavier Patier, qui a été le premier directeur général de la première agence régionale d'hospitalisation en Midi-Pyrénées, à partir de 1995, et qui a dit donc ça 10 ans après, alors qu'il avait géré pendant quelques années cet ARH, constatant que l'urgence était devenue quelque chose d'un peu perverti. Et pourtant, on a énormément écrit sur l'urgence. Le premier rapport, c'est le professeur Adolphe Steig, célèbre urologue présidentiel de Paris, qui a écrit son premier rapport à l'époque où il s'étonnait, pour ne pas dire plus, que les urgences soient tenues uniquement par des étudiants, voire des internes, mais qu'il n'y avait aucun médecin senior dans les urgences en 1993. Jusqu'au dernier rapport de la Cour des comptes de l'an dernier, dont je reparlerai un peu. Et puis vous en avez eu plein, vous les avez là. L'Agence nationale d'appui à la performance, l'Assemblée nationale, le Sénat, et même la direction de la recherche et des études du ministère de la Santé. On a normalisé la médecine d'urgence avec des décrets en 2006 du Code de la santé publique. Et on a bien sûr eu des référentiels du Collège français de médecine d'urgence, de la Société scientifique de médecine d'urgence, de SAMU Urgences de France, de la Haute Autorité de Santé dont a parlé le professeur Roland Bugat. Et vous voyez un extrait du rapport de la Cour des comptes. Eh bien, la Cour, elle appelait, dès 2014, et pas en 2019, à une redéfinition du rôle des services d'urgence dans le système de soins et avait formulé quelques préconisations, j'en reprendrai une à la fin. Et alors on pourrait penser qu'il y avait un décalage avec le monde de l'urgence, pas du tout. Quand vous lisez les communiqués de presse, alors celui-là c'est sur le rapport du Sénat, mais c'est pareil, du syndicat SAMU Urgences de France qui avait été fondé par Louis Larrain, qui s'appelait SAMU de France, eh bien ils disent qu'ils sont tout à fait en phase avec ces propositions, mais qui resteront vigilants pour que les préconisations du rapport soient réellement mises en place. Il y a eu également de très nombreuses études scientifiques. Je vous présenterai 2 ou 3 exemples. Sur le flux des patients qui vont aux urgences, sur les filières,
il y a des personnes âgées, des accidents vasculaires cérébraux, des syndromes coronariens aigus, c'est-à-dire des infarctus, des polytraumatisés, et puis sur les pathologies et les symptômes. Et malgré tout cela, vous l'avez tous, je pense, vécu, en tout cas vous en avez gardé la mémoire, il y a eu l'an dernier une explosion des services d'urgence, avec une colère, avec la notion d'être en détresse, donc être en grève, et des gens qui disent on n'en peut plus, on ne peut plus faire notre métier. Alors je ne vais pas faire du tout de politique, rassurez-vous, mais simplement tenir compte de ça, comment définir l'urgence quand on est dans une situation de tel chaos. En réalité, vous connaissez l'urgence. Vous la connaissez peut-être même mieux que moi. C'est là où je vais vous choquer et faire un peu de provocation. Parce qu'un Français sur 3 va chaque année dans un service d'urgence. Donc on peut penser que parmi vous, il y en a un nombre non négligeable qui est déjà allé dans un service d'urgence. Et en plus, ça augmente régulièrement. Pensez qu'en 1996, il y a 20 ans, il n'y avait que 10 millions de passages aux urgences. Et la population n'a pas doublé en 20 ans en France. 1 sur 2 appelle un des 114 SAMU. Heureusement, il n'y a pas une augmentation des urgences vitales. On est donc à peu près à 800 000 urgences vitales, prises en charge par les structures mobiles d'urgence et de réanimation. Par contre, vous le savez, les sapeurs-pompiers sont également en grande difficulté, et l'ont fait savoir. Eux, ils affirment plus de 4 millions de secours d'urgence aux personnes réalisés en 2017 et en 2018. Et il faut y rajouter les ambulanciers privés qui travaillent également là-dessus. Et il ne faut pas oublier le rôle des médecins. Et je pense surtout aux médecins généralistes en première ligne, mais également les spécialistes. Le professeur Roland Bugat a parlé des différentes spécialités qui concourent à l'urgence. Et on peut même rajouter le rôle des pharmaciens. Nous, on l'a très bien vu lors de l'accident d'AZF. Et moi, je vous dis, ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et si je prends de la littérature internationale, et là, je suis allé chercher ce que je pense, ceux qui sont dans la médecine le reconnaîtront, est une des meilleures revues de médecine, qui est le New England Journal of Medicine. C'est un article de 2006 qui a été écrit par Arthur Kellerman. Arthur Kellerman, c'est le patron, c'était le patron, je crois qu'il ne l'est plus, de la médecine d'urgence à l'université Emory à Atlanta. Et son article, c'est, je me souviens, il y a 10 ans, donc en 1996, j'étais à la tête des équipes qui ont pris en charge les 35 urgences vitales liées aux attentats durant les Jeux Olympiques d'Atlanta, donc en 1996. Et il écrit en 2006 en disant « je ne serais plus capable de le faire aujourd'hui ». Et je vous cite 2 morceaux de son papier, disant que sur la décade précédente, donc la décennie précédente, il y a eu une augmentation de 26% de l'activité des structures d'urgence. Donc il parlera un peu plus loin du crowding des urgences, qui est inévitable, l'encombrement des urgences, alors qu'en parallèle, près de 200 000 lits auront été fermés dans les structures hospitalières des États-Unis d'Amérique. Et vous avez cette courbe à droite, ce diagramme à droite, où on voit bien l'augmentation en orange du nombre de passages aux urgences. Alors eux, ils étaient à 110 millions de passages aux urgences en 2004, et qui est en parallèle avec la diminution du nombre de lits dans les structures hospitalières. Alors vous dites, c'est les États-Unis, on n'y est pas, nous on est dans la vieille Europe, mais détrompez-vous, vous avez ce diagramme qui est du ministère de la Santé, vous l'avez sur le site du ministère de la Santé, où vous avez cette augmentation inéluctable de 1996 à 2016 du passage aux urgences en France. Et quand je dis que ça ne va pas s'arrêter, c'est que si vous allez un peu plus loin dans la littérature, un peu plus près de nous en tous les cas, en 2017, là c'est l'Université du Maryland, donc à Baltimore, c'est toujours le responsable des urgences, Marcosi, qui vous dit presque la moitié de tous les soins médicaux aux USA est délivré par les services d'urgence. On n'en est pas là, nous, on en est à 30%. Mais on peut penser que ça va continuer. Alors c'est quoi la notion d'urgence? Si on veut maîtriser quelque chose, il faut le connaître. Eh bien, je vais vous dire, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué?
Parce que ce qui est urgent pour vous ne le sera pas forcément pour votre voisin. Je vais vous prendre un exemple. On nous a souhaité les vœux de Sciences Animation, de passer la période des fêtes de fin d'année. Vous imaginez un 24 ou un 31 décembre ou un 25 décembre, 1er janvier, vous êtes en famille et vous allez ouvrir des huîtres. Et tout d'un coup, l'accident bête, mais fréquent, le couteau dérape et se plante dans la main droite de celui qui ouvre les huîtres. Ça fait mal. Nous, dans notre jargon, on appelait ça des huîtres au sang. Ça fait mal, ça saigne, et vous n'avez pas d'autre solution que mettre un linge propre, peut-être pas sortir le couteau, et vous rendre aux urgences. Et parallèlement, dans un restaurant de la même ville que vous, il y a une dame qui sort du restaurant et le portier fait une erreur, il y a un mouvement qui fait que la porte du restaurant arrive dans le visage de cette personne. Elle a un traumatisme crânien, elle ne perd pas connaissance, elle est bien sûr étourdie, elle a une plaie importante, frontale, arcade sourcilière, ça saigne énormément. On lui met un linge et elle va aux urgences. Et à votre avis, qui va passer d'abord? Je pense qu'on n'est pas capable de dire qui est plus urgent que l'autre. D'autant plus que ce qui sera urgent pour vous n'est pas forcément pour le médecin. Parce que pendant que ce monsieur avec son couteau à huître et cette dame avec sa plaie du visage sont aux urgences, à l'accueil, il y a un monsieur ou une dame de 75-80 ans qui arrive très précautionneusement, se tenant la poitrine, en ayant des difficultés à avancer, et le soignant le fera passer avant vous, parce qu'il suspectera une urgence vitale de type infarctus du myocarde chez cette personne âgée avec des facteurs de risque. Mais ce n'est pas tout. Comme il y a quand même une activité importante dans ce service d'urgence, eh bien, il y a un jeune homme de 17 ans qui est arrivé. Il se plaignait de mal au ventre, un peu à droite, au fond, à droite, qu'on appelle, nous, la fosse iliaque droite. Et l'urgentiste l'a examiné. Il a fait faire un examen de type échographie ou scanner. Il porte le diagnostic d'appendicite aiguë. Et il va appeler son collègue chirurgien. Et il va lui dire, voilà, j'ai une suspicion d'appendicite aiguë, je pense que ça en est une vraiment. Il faut que tu viennes, que tu la prennes en charge, que tu l'opères, et que tu la sortes de ce service d'urgence où elle n'a rien à faire. Le chirurgien digestif, très professionnel, va venir, un 24, un 31, ou un 1er ou un 25 décembre, il va venir, il va examiner le jeune, et puis il va aller voir son collègue urgentiste, il dit non, je ne le prends pas. J'ai pas de place, puis c'est pas si urgent que ça, donc tu vas le garder, ce qui va ne faire qu'aggraver, bien sûr, l'encombrement des urgences. Et donc ces deux professionnels-là ne seront pas toujours d'accord. Mais si par contre, le citoyen, les usagers et les professionnels sont d'accord, ils n'oublieront jamais qu'il y a aussi un décideur au-dessus, soit le directeur de l'établissement, soit le directeur de l'ARS, soit autre chose qui tient les cordons de la bourse et qui fera en sorte, c'est ce qu'on a vécu donc en cette fin d'année 2019, qu'on n'ait pas les moyens de faire organiser les urgences de manière différente. En fait, pour moi, l'urgence, c'est ça. C'est très grossier, c'est très vulgaire, mais c'est ça. C'est n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et c'est surtout tout de suite. C'est ce que nous répètent à longueur de journée toutes les personnes que l'on prend en charge au SAMU ou dans les urgences. Il a été rappelé par le professeur Roland Bugat qu'il était prévu que Louis Larrain soit interviewé par Sciences et Animation pour répondre à certaines questions. J'avais gardé ces questions. Les trois premières, je n'en parlerai pas du tout parce qu'elles appartiennent à Louis Larrain, à ce qu'il nous aurait dit sur l'histoire des SAMU et son développement. Par contre, la quatrième doit participer à notre réflexion sur ce qu'est l'urgence. Puisqu'il était proposé à Louis Larrain de donner une solution au fait que les services d'urgence sont débordés par l'afflux de patients ou de blessés qui, en réalité, c'est ce qui était écrit, ne nécessitent pas l'intervention de spécialistes urgentistes. Et en fin de compte, ce que posait cette question, on peut le traduire autrement, c'est quelle est la réalité de ce que l'on appelle les passages inappropriés aux urgences, qui encombrent les urgences pour rien. Alors je vous dirais qu'avec tous les défauts qu'ont les services d'urgence, ils ont une qualité énorme, c'est qu'ils ont la force de leur observation. J'ai créé en 2001 le premier observatoire régional des urgences de Midi-Pyrénées avec l'aide du docteur Grouchka de l'ARH. Et pendant
17 ans, on a recueilli, analysé et publié chaque année l'activité des 8 SAMU, des 26 services mobiles d'urgence et de réanimation et des 37 services d'urgence de la région Midi-Pyrénées. Ça s'est développé, ce concept d'observatoire, puisqu'on a même, il a été, moi je n'ai pas du tout participé, créé une fédération des ORU, la FEDORU. Et par contre, en 2018, l'ARS a demandé la dissolution de l'ORUMIP, vous verrez pourquoi. Alors, l'ORUMIP, ce n'était pas uniquement observer pour observer. Il y avait aussi quelques travaux. Je vous cite un travail intéressant. Il nous a été commandé par la Caisse d'assurance maladie, qui voulait savoir, dès 2004, donc vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose la question, pourquoi les patients qui ne relèvent pas de l'urgence médico-chirurgicale vitale se présentent dans un service d'urgence public ou privé, plutôt que de faire appel à la médecine de ville. Et nous avons mené cette enquête de manière prospective dans 9 services d'urgence de la région Midi-Pyrénées, en tenant compte du côté rural, urbain, périurbain, public, privé. On a regardé également l'organisation de la permanence de soins de ces secteurs, et grâce à l'Observatoire régional de la santé, on a mené une enquête auprès de 100 médecins généralistes. Alors je vous passe le résultat, je vous passe le détail de la méthodologie. Par contre, la conclusion est terrible, c'est qu'il y a une divergence totale entre les usagers et les professionnels. À tel point que nous, on a remis notre rapport à la CNAM. Je ne sais pas si elle l'a mis dans un tiroir, mais ça n'a jamais été accepté pour une publication. Par la CNAM, j'entends. Alors je vous ai dit que l'ORUMIP a été dissous et a été remplacé par une suprastructure occitanienne. Et l'ORU Occitanie est né et a fait son rapport d'activité. Bon, l'Occitanie, c'est à peu près 5 800 000 habitants. Et on retrouve ce chiffre de 31% de passages aux urgences en 2018, puisqu'il y a 1 800 000 passages aux urgences en 2018. Là où c'est intéressant, et j'ai sorti ces 2 diagrammes de ce rapport d'activité, c'est la répartition horaire, tout à fait en haut. Cette répartition horaire, je regrette que la flèche ne marche pas, montre que 80% de l'activité des services d'urgence se passe dans la journée, c'est-à-dire aux heures d'ouverture des cabinets de médecine générale. Un peu plus en fin de soirée, entre 20h et minuit, surtout avec les jeunes de moins de 14 ans, et vous voyez que l'activité nocturne est relativement faible. Et sur le tableau à droite, si c'est visible pour vous, il est écrit que 77% des gens se rendent aux urgences avec leur véhicule personnel. Voilà. Alors, comment on sait si c'est un passage inapproprié ou pas? Eh bien, on a un outil robuste, peut-être pas parfait, qui est la CCMU, la classification clinique des malades aux urgences. Cet outil il dit que uniquement l'examen clinique, l'état clinique du patient, on peut s'aider d'un électrocardiogramme et de bandelettes sanguines ou urinaires, mais on ne fait pas d'imagerie, on ne fait pas de biologie, et on détermine cette classification en disant, voilà, est-ce que l'état est stable? Mais si l'état est stable, on va écarter les patients à connotation psychiatrique. Le professeur Roland Bugat a parlé du rôle important des psychiatres dans l'urgence. C'est un monde à part et on le leur laisse. Et par contre, la question qui suit, c'est est-ce que ce patient, une fois que je l'ai examiné, que je sais qu'il est stable, il a besoin de ce qu'on appelle une procédure complémentaire? Est-ce qu'il a besoin d'une imagerie? Est-ce qu'il a besoin d'une biologie? Est-ce qu'il a besoin d'un acte chirurgical, suture, plâtre, immobilisation, drainage d'abcès? Voilà. Est-ce qu'il a besoin de ça? Et si c'est non, c'est la classe 1 de la CCMU. Et cette classe 1 de la CCMU, dans les résultats de l'Observatoire régional des urgences d'Occitanie, ça représente 15% de l'activité des urgences. C'est ça, les passages inappropriés de gens qui viennent aux urgences, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin du plateau technique de la structure hospitalière publique ou privée des urgences. Alors 15%, ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas non plus monstrueux. Et on pourra discuter, si vous voulez, de savoir si c'est ça ou si c'est le fait de ne pas les hospitaliser qui fait le passage inapproprié, et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Mais ce que je voudrais surtout que vous remarquiez, c'est que ces 14,6%, ces 15%,
ce sont les gens qui restent le moins longtemps dans les urgences. Ils restent moins de 2 heures en médiane, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe d'eux et puis ils sont bons. Alors que vous voyez bien que les gens des classes 3, 4 ou 5, ils vont rester 4h30, voire 5 heures dans les urgences. On continue à s'occuper d'eux, bien entendu, mais ce qu'on attend tous, c'est une place. C'est un lit d'aval. Alors, vous me direz, oui, c'est bien, c'est un panorama, c'est pas une étude scientifique, d'accord. Il y a eu une étude scientifique française qui vient d'être publiée, là, il y a quelques semaines, dans le British Medical Journal, dans la partie qualité du British Medical Journal. Cette étude a été faite sous le couvert de la Société française de médecine d'urgence et a travaillé sur ces facteurs associés avec une utilisation inappropriée des services d'urgence. Et les chiffres de l'étude de Diane Naoui vont de 6 à 22%, parce que bien entendu, il y a des variations selon les facteurs que vous prenez, et on ne tient pas compte, nous, dans l'étude de l'ORU, des facteurs sociaux, mais c'est sûr que les facteurs sociaux ont un poids non négligeable. En plus, si vous prenez que la pédiatrie, la classe 1, elle monte à 30%. Voilà, je vais vous laisser méditer à ça tout en continuant à écouter le quatuorgane. C'était un pur pané, comme on dit dans mon jargon, très longtemps. Je me suis intéressé à l'histoire de cet hôpital. Et je vais prendre l'exemple de la structuration du CHU de Toulouse-Purpan à travers des photographies aériennes issues d'un site impressionnant de l'Institut géographique national, qui s'appelle Remonter le temps. Donc Purpan, on pose la première pierre de l'hôpital Purpan en 1911. Jusque-là, les urgences de la ville de Toulouse étaient reçues à l'Hôtel-Dieu et vont continuer pendant très longtemps à être admises à l'Hôtel-Dieu. La première photo que je veux vous montrer, c'est celle du 25 novembre 1924. Alors j'espère que c'est lisible. Je veux juste vous montrer que vous avez ici quelque chose que vous connaissez bien, qui est la Garonne. Vous avez ici un pont, je vous le dis tout de suite, c'est le pont de Blagnac. Et puis vous avez des champs. On va agrandir l'image. Et on va se rendre compte qu'il y a une structure ovoïde dans ce champ, qui sont les arènes romaines. Et ceci sera l'avenue des arènes romaines. Ici, on a ce qui deviendra l'avenue de Grande-Bretagne, et ici, on a la route de Bayonne, qui menait à Bayonne. Et là, dans ce coin-là, bon, la définition n'est peut-être pas extraordinaire, mais je crois qu'il y a des problèmes de lampe, on m'a dit, sur ce rétroprojecteur, vidéoprojecteur. On voit le début de la construction de Purpan, avec son bâtiment administratif, et ce qui deviendra le charme de Purpan de ces 4 barrettes d'hospitalisation. Un saut dans l'histoire, puisque vous avez là l'entrée des urgences à Purpan en août 1941, puisque le 17 mars 1940, on inaugure officiellement Purpan sous administration militaire française. Et ceux qui connaissent bien Purpan reconnaissent le pavillon de l'administration et ce qui a été pendant longtemps le pavillon de l'internat. Il n'y avait pas de service d'urgence. En février 1946, la guerre est finie et Purpan est à nouveau ouvert aux civils. Et vous avez donc cette image où là, l'hôpital est quasiment terminé. Vous avez les fameuses 4 barrettes, vous avez d'autres bâtiments, et puis vous avez ceci, qu'on a appelé pendant longtemps le Sana, qui s'appelle le pavillon Baudot. Il y a même un mur de clôture qui sépare les contagieux du reste de l'hôpital. Il y a toujours les arènes, et ça commence très légèrement à se construire. Un vestige de la guerre avec une hélice-station. Et là, on va créer le premier bloc d'urgence chirurgicale. Le premier service d'urgence sera créé au niveau des blocs opératoires, au-dessus des blocs opératoires. Alors, j'ai emprunté à Jacques Fraxinos, qui a écrit plusieurs livres, mais les annales des hôpitaux de Toulouse sont savoureuses, et vous allez retrouver ce que l'on rencontre aujourd'hui encore. C'est créé en 1952, et dès 1957, on constate que les urgences chirurgicales sont de plus en plus fréquentées. En 1960, les internes font part à M. Bazerque, maire de Toulouse, qui présidait la commission administrative, de difficultés croissantes par manque de place pour placer dans les services d'hospitalisation les malades arrivant aux urgences. On a l'impression de re-entendre la même chose en 2019. Et en 1962,
L'interne de garde fait part de ces problèmes rencontrés. Il dit qu'il passe 1 à 2 heures avant que les malades soient couchés et puissent être correctement examinés. Qu'il passe la plus grande partie de son temps à des formalités administratives, à des coups de téléphone, le plus souvent inutiles. C'est le sentiment de la même chose maintenant. « 1964, ça se construit un peu, pas beaucoup. Purpan s'est agrandi. Et en réalité, il y a quelque chose qui s'est créé. C'est ici. On a mis un pavillon préfabriqué de 31 places qui va faire le service d'urgence médicale, le bloc d'urgence médicale, pendant du bloc d'urgence chirurgicale. Et ça va simplifier la vie des internes, puisque c'est eux qui s'occupent des urgences et rien qu'eux, puisqu'ils disent qu'avant, il fallait qu'ils galopent dans tous les étages et tous les services de l'hôpital où les urgences rentraient guidées par le concierge. Cette photo, elle est de 1969. Toulouse est une ville qui devient de plus en plus importante. Pourquoi je vous la montre? Il y a toujours Purpan ici, hein, ne soyez pas inquiets. C'est que si vous avez bien le pont de Blagnac là-haut, vous n'avez que le pont des Catalans pour se rendre à Purpan. Parce qu'en 1969, dans le prolongement des ponts jumeaux, vous n'avez pas le pont du périphérique, vous n'avez pas le périphérique. Et donc l'accès à Purpan était très compliqué, même si la ville commence à s'étendre dans cette zone-là. Si j'agrandis, eh bien, c'est la période où Louis Larin installe ici son service de réanimation, le bloc de réanimation respiratoire, et en dessous, au sous-sol, en 68, le SAMU, à côté de l'hélice-station laissée par les militaires. 1970, un constat, il y a plein de voitures dans Purpan. Il n'y était pas avant. En 70, les voitures rentrent dans Purpan et on détruit la maison des étudiants et des internes. Et on va y construire un centre d'admission et de triage des urgences. Et vous voyez ici, en 1976, donc la voiture est partout, on a même créé d'immenses parkings. L'hélice-station a disparu. Ici, elle n'y est plus. Elle a été transférée sur le parking. Il y a des voitures partout dans l'hôpital. Et donc, on a les urgences chirurgicales qui sont ici, dans le CATU. Elles deviendront accueil des urgences chirurgicales. Et le BUM a été désaffecté et remplacé par la dermatologie. Et les urgences médicales vont au rez-de-chaussée du pavillon de médecine sud. Et ça va rester comme ça pendant longtemps, puisque c'est la dernière photo que je vous présente, elle est en couleur, ça se voit peut-être pas trop. Mais donc, on a créé en l'an 2000 les urgences, un pavillon spécifique des urgences, avec la réanimation quand même qui est dedans, des blocs opératoires, qui reprend donc le CATU et le SAM. Le SAMU et le SMUR jusqu'en 2008 sont là, et ensuite les choses vont évoluer, puisque le SAMU va rejoindre donc en 2008 le pavillon Louis Larin qui est ici avec son hélice-station. Et on va créer le pavillon urgence réanimation médecine. Et en 2015, l'ensemble des urgences adultes seront regroupées ici. Et puis pour mémoire, il y a bien sûr des urgences pédiatriques dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à présent. Voilà. Ça, c'était la structuration architecturale. Par contre, il y a l'organisation interne des services d'urgence au sein de ces structures qui évoluent en permanence. Et elles évoluent essentiellement par l'augmentation de l'activité, vous l'avez bien compris. Et aujourd'hui, on peut dire que dans le concept global de l'aide médicale urgente cher à Louis Larin, l'organisation territoriale de la santé, c'est un SAMU qui régule à l'hôpital, c'est un SMUR qui intervient en dehors de l'hôpital, et c'est donc un service d'urgence qui accueille à l'hôpital ou à la clinique. Le SAMU, il y en a à peu près 104 en France, puisque normalement c'est un SAMU par département, puisque la loi de 1986 a créé le comité départemental de l'aide médicale urgente. Alors, comme toujours en France, il y a des exceptions. Et par exemple, proche de nous, les Pyrénées-Atlantiques ont 2 SAMU, un à Pau et un à Bayonne. Ça reçoit les appels du 15, et ça a donc un centre de réception et de régulation des appels. Ça reçoit aussi les appels de la permanence de soins. En Midi-Pyrénées,
c'est le 3966. Un peu partout en France, c'est le 116-117. C'est connecté aux sapeurs-pompiers qui reçoivent les appels via le 18 ou le 112. Et c'est bien entendu connecté aux forces de l'ordre, police et gendarmerie nationale. Un SAMU, ça comprend deux types de personnel. Ça comprend des assistants de régulation médicale, qu'on appelle des ARM, et des médecins régulateurs. Et ces médecins régulateurs, il y a deux catégories. Des hospitaliers, qui sont urgentistes, et qui traitent l'aide médicale urgente, et des généralistes libéraux, qui traitent la permanence de soins. Et ils font un acte qu'on appelle la régulation, qui est un concept de la décision adaptée à la situation. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc vous l'avez vu, l'appel c'est fait par un numéro dédié, je ne reviens pas dessus, c'est décroché par cet assistant de régulation médicale. C'est la voix des SAMU. Les ARM, ce n'est pas des médecins, ce sont des gens qu'on a formés, et maintenant ils vont enfin avoir une formation officielle, reconnue par l'État. Pour l'instant, ils étaient formés sur le tas. Et ils ont un métier très compliqué, selon moi, et peu valorisé. Ils doivent analyser le degré d'urgence vitale et ne pas perdre de temps. S'ils sont rappelés parce que quelqu'un rentre chez lui et trouve un parent pendu, on ne va pas passer 3 heures à poser des questions. Et ils ont la possibilité de déclencher des départs réflexes d'équipe médicale. Ils prennent bien sûr tous les renseignements administratifs pour qu'on ne se trompe pas quand on va aller sur les lieux de l'intervention. Ils ouvrent un dossier de régulation et ils transmettent le tout, même s'ils ont pris la décision d'un départ réflexe, au médecin régulateur permanence de soins ou aide médicale urgente, de la communication et du dossier, qui devient un dossier de régulation médicale. Et il y a une consultation médicale qui est faite par téléphone. Et vous avez donc une décision. Enfin, moi, j'exigeais qu'elle soit systématiquement notée sur le dossier de régulation médicale. Et la décision, elle peut être multiple. Vous pouvez décider d'un conseil médical, thérapeutique, quitte à faxer une ordonnance à la pharmacie la plus proche de celui qui vous appelle. D'autres décisions. On peut dire non, ça relève vraiment de votre médecin traitant, c'est l'heure d'ouverture du cabinet de votre médecin traitant, allez-y. C'est l'orientation vers un point fixe de consultation, bien sûr les services d'urgence, mais également aux horaires d'ouverture, les maisons médicales de garde. C'est rare, mais ça existe encore un peu, les visites des médecins de permanence, ce qu'on appelle les visites incontournables. On ne peut pas déplacer systématiquement la personne vers un point fixe de consultation. C'est bien sûr l'envoi de véhicules d'intervention pour aller chercher la personne, des véhicules d'intervention non médicalisés, les sapeurs-pompiers, avec une convention pour dire ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, ou les ambulances privées des entreprises de transport sanitaire qui, quand elles ne peuvent pas, déclenchent par carence un transport par les sapeurs-pompiers. Et enfin, je dirais que de manière la plus avancée, c'est l'unité mobile hospitalière, le service mobile d'urgence et de réanimation terrestre ou héliporté. Alors, un SAMU, c'est ça. Ça, c'est un SAMU il y a quelque temps, c'est celui que j'ai dirigé. Où vous avez donc un médecin régulateur, ici, c'était mon ancien adjoint. Ça, c'est l'actuel adjoint de mon successeur. Et là, vous avez un assistant de régulation médicale. Tout le monde travaille avec des casques sur les oreilles pour prendre les appels téléphoniques. Il y a très peu de bruit dans un centre de réception et de régulation des appels. Et donc, beaucoup de moyens informatiques et de téléphonie. Vous avez là l'image classique du dossier médical informatisé. Ça, c'est la salle d'attente téléphonique. Et ça, c'est les moyens de radiotéléphonie. Alors, il assure le suivi des interventions, le SAMU. Il ne fait pas que répondre à l'appel. Pour ça, il faut qu'il ait tous les moyens d'intervention. Donc, il gère la liste des médecins de garde par secteur envoyée par les conseils départementaux de l'ordre des médecins, la liste des ambulances de garde par secteur envoyée par l'agence régionale de santé. Il a autorité sur tous les SMUR de son département. Un SMUR ne sort pas si le SAMU ne le lui a pas demandé. Et bien entendu, on n'est pas dans un système de frontières étanches et il coopère avec tous les SAMU limitrophes de son département. Il réceptionne des bilans. Alors un bilan peu connu, c'est le bilan d'ambiance. Quand vous envoyez un équipage SMUR, un équipage de sapeurs-pompiers sur un accident, vous n'avez pas beaucoup de renseignements, ben vous voulez savoir tout de suite si c'est une camionnette qui a été percutée par un camion ou si c'est un bus qui a été percuté par un train, ce qui ne fait bien sûr pas du tout la même ambiance et le même travail. Et puis les bilans d'intervention, une fois que l'intervention est terminée, eh bien, les pompiers, les ambulanciers privés, le SMUR
quelquefois les médecins généralistes, passent un bilan de fin d'intervention. Ça permet de préparer l'admission du malade ou de la victime dans l'hôpital ou la clinique en essayant de respecter le libre choix quand il est exprimé. Je veux aller à tel endroit, si c'est possible, il n'y a pas de souci. On pourra en reparler. Les SMUR, il y en a beaucoup plus, 466 en France. C'est donc une structure mobile. Quand vous dites qu'il y a le SAMU qui passe dans la rue, non, pour nous, c'est le SMUR qui passe dans la rue. Il y en a plusieurs par département. Ils sont classiquement au niveau des centres hospitaliers. Je sais que dans la région, il y en a un en privé, à Aire-sur-Adour, à la clinique, mais c'est l'exception. Ils sont donc connectés, je vous l'ai déjà dit, au SAMU du département. Ils interviennent à la demande du SAMU pour les urgences graves à vitales, et ils le font soit seuls, soit en collaboration avec les pompiers ou les ambulanciers privés. C'est des moyens terrestres et ou héliportés, et c'est une équipe qui intervient. C'est-à-dire que vous avez un conducteur, soit un pilote d'hélicoptère, soit un ambulancier, un médecin, de plus en plus des urgentistes, mais il y a encore quelques anesthésistes réanimateurs, et puis pour les SMUR pédiatriques, des pédiatres. Il y a un soignant, infirmier anesthésiste, puricultrice, et quand on est en CHU, comme je l'étais, vous avez aussi quelqu'un en formation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des interventions médicales primaires. Ils vont partout. Moi, je me souviens toute ma vie, je crois, de ma première journée en SMUR. J'étais jeune étudiant chez Louis Larrain. Je suis allé au géol d'un commissariat. Je suis allé dans le cabinet d'un juge d'instruction. Je suis allé à la prison. Je suis allé dans la salle des coffres d'une grande banque toulousaine. Et je suis allé chez un VIP. On va partout. Pour tout. Et par contre, on doit faire un diagnostic, des soins, et si nécessaire, un transport médicalisé. Je suis désolé. On a aussi des interventions dites secondaires, où on va chercher un patient dans un établissement de santé pour le ramener dans un autre. L'exemple type, c'est un patient qui est hospitalisé en périphérie toulousaine, je ne citerai pas de nom volontairement, et qu'on doit amener au CHU ou dans une clinique privée, parce que cet établissement de première intention ne peut pas prendre en charge des problèmes cardiologiques, neurologiques, de chirurgie cardiaque, de néonatologie, et donc il est transféré. Ce transport est médicalisé ou paramédicalisé selon la décision du régulateur. Je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'interventions, 800 000 pour toute la France, 95% sont terrestres. Pour vous donner une idée, en Haute-Garonne, le SMUR adulte, c'est 4 équipes jour et 3 la nuit, plus un SMUR pédiatrique qui peut quelquefois mettre une deuxième équipe dans la journée. Il y a un déséquilibre flagrant. Nos amis, ce sont des gens qu'on apprécie beaucoup de Saint-Gaudens, ont la chance d'avoir 2 équipes jour. Quand vous pensez que Toulouse couvre à peu près 1 100 000 habitants et que la région de Saint-Gaudens, on va dire gentiment, c'est 150 à 200 000 personnes, vous voyez le déséquilibre important dans les moyens mis à disposition. On se bat pendant des années pour en avoir plus. Je pense que mon successeur va pouvoir avoir enfin une 5e équipe jour, mais c'est très compliqué. Ça, c'est pour vous montrer la répartition sur toute la Haute-Garonne. En bleu, si ça sort en bleu, c'est-à-dire les 4 premiers, ce sont les établissements publics qui ont donc des SMUR, qui ont donc des services d'urgence. Il y en a bien sûr à Rangueil. Et puis, les suivantes, en rouge, ce sont les structures privées qui ont également des structures d'urgence. Et vous voyez que la Haute-Garonne a quand même 10 services d'urgence dans ce département. Voilà à quoi ressemble le garage du SMUR du SAMU 31, avec des voitures. Ces voitures sont soit des voitures d'intervention rapide, comme celle-ci. Vous allez voir qu'elle est branchée, je vous rassure, elle n'est pas électrique, elle est simplement électrifiée, parce que dans ce véhicule, vous avez tout ce que l'on peut utiliser pour faire toutes les urgences. On peut accoucher quelqu'un, une femme, pardon, on peut traiter un accident vasculaire cérébral, on peut traiter un infarctus, on peut traiter un polytraumatisé, tout est là-dedans, et bien sûr, tout doit être opérationnel immédiatement, avec du matériel en charge. Il y a des moyens de transport de victimes, c'est pour les transports secondaires, où là, bien sûr, l'ergonomie de travail est tout à fait différente, puisque là, on a de la place et on peut s'occuper d'un patient ou d'une victime.
Le SAMU 31 a la particularité unique en France d'avoir 2 hélicoptères sanitaires. On le doit en partie à Louis Larrain, en partie à Christian Virenque et en partie à moi. Nous avons pu consolider tout ça, un hélicoptère H24 et un hélicoptère H12. Ce sont de véritables structures de réanimation volante avec tout le matériel qu'il faut, l'arrivée des fluides, l'arrivée des gaz, et là aussi, toujours en charge, tout le matériel nécessaire pour prendre en charge les urgences les plus graves. Alors les urgences, je vous l'ai dit, il y a un peu plus de 700 services d'urgence en France. Alors on parle de structures d'urgence. Il y en a plusieurs par département, bien entendu, vous l'avez vu pour la Haute-Garonne, soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau des cliniques. Et puis il y a une particularité qui s'appelle le pôle spécialisé d'urgence. En Haute-Garonne, il y en a un, c'est le POSU pédiatrique, qui ne s'occupe que d'enfants. Et il devait y en avoir un deuxième à la King Pasteur pour le POSU cardiologique. Ils ont eu l'autorisation, mais ils ne l'ont pas créé. Et alors ce que je voudrais surtout attirer, là où je voudrais attirer votre attention, c'est l'organisation qui est très variable d'un service d'urgence à un autre. Si vous avez, par plaisir ou par nécessité, à visiter 3 ou 4 services d'urgence, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Alors il y a des zones qui sont plus ou moins obligatoires dans le Code de la santé publique. Vous avez une zone d'accueil, vous devez avoir une infirmière organisatrice de l'accueil, quelquefois, pas toujours, un médecin d'accueil et un agent d'accueil pour toute la partie administrative. Certains ont un secteur ambulatoire, des gens qui viennent, je dirais, sur leurs 2 pattes, qui peuvent attendre dans une salle d'attente. Après, vous avez un secteur couché avec des box. Les box, il y en a à peu près dans tous les services d'urgence. Il y a aussi les couloirs qui servent à mettre des patients en attente. On doit avoir une salle d'accueil des urgences vitales, c'est obligatoire, et une unité d'hospitalisation de courte durée pour quelques heures normalement. Il y en a qui restent des jours, mais quelques heures normalement de surveillance ou d'attente d'un examen. Et puis certains s'organisent, ils séparent les urgences pédiatriques des urgences tout venant, comme l'hôpital de Tarbes, qui est un secteur d'urgence pédiatrique, ou les urgences psychiatriques, comme au CHU de Toulouse, il y a un secteur d'urgence psychiatrique spécifique. Voilà. L'organisation est très, je dirais, aléatoire, faite de la structure architecturale et des moyens qu'ils ont et de la nécessité qu'ils ont. Alors il y a une nouveauté qui est importante, qui a quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle les filières. Ces filières d'urgence, la première, c'est le syndrome coronarien aigu, c'est l'infarctus. Si la personne qui appelle le SAMU décrit des signes avec un interrogatoire médical à la clé, faisant évoquer l'hypothèse d'un infarctus du myocarde ou d'un syndrome coronarien aigu, le médecin déclenchera un SMUR qui fera le diagnostic avec les moyens d'électrocardiographie, éventuellement un peu de biologie à l'heure actuelle. Et on fera en sorte que ce patient il va directement dans la salle d'hémodynamique, il va directement à la coronarographie, pris en charge par les cardiologues interventionnels. Et de là, après son traitement, il ira directement à l'unité de soins intensifs de cardiologie. C'est vrai dans le public comme c'est vrai dans le privé, à Toulouse en tous les cas. Et cette personne-là ne passera jamais par un service d'urgence, qui serait une perte de temps. La même chose pour les accidents vasculaires cérébraux. Là, il n'y a pas forcément un SMUR. Le médecin régulateur, devant l'état clinique du patient, peut déclencher une ambulance privée, mais qui ira directement à l'IRM, où des neurovasculaires attendront le patient, feront le diagnostic, feront le traitement, et il ira ensuite dans l'unité neurovasculaire. Il y a des filières qui se sont créées au niveau de la prise en charge des urgences vitales, les brûlés également, peuvent être orientés directement vers les services de grands brûlés, les intoxications à l'oxyde de carbone qui vont directement aux caissons hyperbares, les polytraumatisés, les lésions cérébrales ou cérébro-rachidiennes. Mais là, c'est le 15, c'est le SMUR, ça va quelquefois à la salle d'accueil des urgences vitales, mais ça va surtout en réanimation, ça va en service spécialisé. Et j'ai toujours une pensée pour ce jeune qui a été le premier revolvérisé par Mera au lycée aux Aratora, au collège aux Aratora, qu'on a fait admettre directement du lycée au bloc opératoire de chirurgie cardiaque pour lui sauver la vie, grâce à la régulation du SAMU. Et puis, il y en a d'autres, ça va dépendre des liens entre les urgences et les autres spécialités. Moi, je ne peux que rendre hommage à Jacques Puel, qui était un des grands cardiologues interventionnels du CHU de Toulouse. C'est Jacques Puel, le premier, qui a fait confiance aux urgentistes de Toulouse, en leur disant « Vous allez prendre en charge les douleurs thoraciques,
et nous vous écouterons. Si vous les amenez directement dans la salle d'hémodynamique, nous les traiterons sans nécessité de refaire un diagnostic au passage aux urgences. Ça, c'est de l'organisation, je dirais, rationnelle et intelligente. Voilà, c'était ma partie organisation. Là où j'étais beaucoup plus gêné sur le titre que m'a proposé Olivier Mock, c'est apprivoiser. Je me suis dit, comment on peut apprivoiser l'urgence? Et ça veut dire quoi, apprivoiser? Et puis je me suis rappelé une lecture que je pense qu'on a tous eue. Je me suis rappelé Le Petit Prince. Vous vous souvenez? Le Petit Prince et son renard. Et le Petit Prince, il dit à son renard, qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? Et le renard lui dit, c'est une chose trop oubliée, ce qui est sûrement vrai. Et il dit, ça signifie créer des liens. Et je me suis dit que, comment on pouvait créer des liens en médecine d'urgence? Et est-ce qu'on avait créé des liens en médecine d'urgence? Je voulais montrer un peu avec la filière. Mais la filière, ce n'est pas la majorité des urgences. Mais je pense qu'en réalité, créer des liens, ça passe par le développement d'une culture commune de l'urgence. Entre professionnels, mais également avec les citoyens. C'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui, pour essayer d'apporter un peu cette pierre à cet édifice compliqué. Et donc la formation. Et puis il faut aussi reconnaître un nouveau métier. Ce mot d'urgentiste, moi quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Moi je suis anesthésiste de formation. L'urgentiste, on ne savait pas ce que c'était. On n'en parlait pas d'urgentiste. Et je me suis demandé depuis quand on en parlait d'urgentiste. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil qui est malheureusement plus d'actualité. Google Books and Gram Viewer, où Google vous permet de compter le nombre de fois où on a cité un nom, en langue française dans ce cas précis, dans les ouvrages que Google a gérés et mis dans sa boîte, dans sa base de données. Et j'ai mis service d'urgence et urgentiste. Et bien vous voyez que les services d'urgence, ça fait longtemps que ça existe et qu'on en parle. Et par contre, les urgentistes, ben, c'est tout récent. L'urgentiste, alors que les anesthésistes, je vous ai dit, Louis Larrain était agrégé d'anesthésie en 61, ben, les urgentistes, c'est la fin des années 90. Moi, quand j'ai été chef de service des urgences de Rangueil en 96, on ne parlait pas d'urgentiste. On ne savait pas ce que c'était. Alors en France, on a des choses fantastiques. Vous savez qu'on a une commission générale de terminologie et de néologie qui s'intéresse au vocabulaire de la santé et qui dit ce qu'on peut utiliser et pas utiliser. Et donc, en septembre 2008, ils ont dit que l'urgentiste, ça existait et que c'était un praticien d'un service d'urgence. 2008. On est en 2020. C'est quand même relativement récent. Et en plus, la reconnaissance officielle de la spécialité universitaire de médecine d'urgence, elle date de 2015, avec la création du diplôme d'études spécialisées. Avant, c'était des formations complémentaires. On avait des capacités qui étaient faites un peu partout. Bernard Catala était responsable de la capacité de médecine d'urgence à Toulouse, Christian Virenque, avant moi, de la médecine de catastrophe. On avait des DU, c'était surtout des DU de transfert de compétences. Les anesthésistes apprenaient aux urgentistes l'analgésie, la sédation, l'urgence vitale. On a appris la régulation, qui était un métier que personne n'était capable d'enseigner au départ. Voilà, et puis on a fait la formation aux soins d'urgence de tous les étudiants en santé et, dans la mesure du possible, du public. Mais on a vraiment travaillé. Il y a un véritable référentiel métier-compétences qui a été écrit pour la spécialité de médecine d'urgence en 2011, qui a servi donc à cette spécialité en 2015. Alors je vais terminer en vous disant que la médecine d'urgence, c'est aussi plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de traiter. C'est bien entendu la réponse aux situations à risque collectif. Vous avez tous entendu parler du plan Orsec, bien sûr avec les pompiers, les forces de l'ordre, mais aussi le SAMU. On a le plan nombreuses victimes, le plan Nos Vies. On a les plans particuliers d'intervention sur des sites à risque. On a le plan blanc hospitalier. Et donc on a cette médecine de catastrophe. Le professeur Roland Bugat a fait quelques allusions à ça. Donc c'est vrai que j'ai eu le privilège avec Louis Larrain d'aller à El Asnam pour le tremblement de terre de ce qu'on appelait avant Orléansville, où nous avons traité 1000 enfants dans une semaine. Je ne vous dirai pas ZF, vous connaissez autant que moi. Les équipes du SAMU 31 sont allées au tremblement de terre du Cachemire.
Et puis il y a cette tragique affaire Mera, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. La médecine d'urgence, ça participe à la recherche aussi. Recherche épidémiologique, on a des bases de données très importantes, recherche clinique. On a essayé de faire une structuration régionale pour ne pas vivre chacun dans notre coin, avec le premier collège régional de médecine d'urgence que j'ai présidé dès 1995, et qui avait des actions de formation très importantes où on formait en même temps les médecins et les soignants. Et puis j'ai déjà parlé de l'évaluation, je n'insisterai pas. Alors voilà, je vais essayer de conclure. Je pense qu'on ne peut pas conclure, mais je vais essayer de vous donner des pistes de conclusion. La première, c'est toujours pour rendre hommage à Louis Larain. Je pense que ce qu'il a créé en 1968, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on pourrait le créer, vu le contexte. Mais ce qu'il a créé, c'est une formidable école de formation. Pendant 12 ans, à la tête du SAMU, j'ai accueilli tous les trimestres une quarantaine d'étudiants en médecine qui venaient faire leur stage au SAMU. Ils venaient avec enthousiasme, ils savaient qu'ils allaient apprendre, qu'ils allaient être dans une situation très pratique, et beaucoup ont continué à vouloir faire la médecine d'urgence. La deuxième chose, c'est que je pense que le futur de la médecine d'urgence est incertain. Vous avez bien compris que je ne suis pas très optimiste, parce qu'il va dépendre de ce que sera la notion d'urgence demain. Déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et quelle place on va laisser au service d'urgence dans la santé. Et je vais vous prendre 3 exemples, mais alors vraiment très récents. Le premier, il date du 19 décembre 2019. C'est un pavé publicitaire dans la Dépêche du Midi. C'est le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne qui barre « Je vais aux urgences » en disant « Je vais chez le médecin de garde le soir ou le week-end » avec la sous-phrase « Les urgences, c'est seulement quand il y a urgence ». Et cette phrase m'a renvoyé à une colère d'un directeur de cabinet, c'est rare, les directeurs de cabinet de préfets de région qui s'énervent, qui s'était énervé dans une réunion en disant aux médecins qui participaient à cette réunion qu'on faisait un véritable délit d'initié quand on demandait à ce que ce soit les patients qui disent eux-mêmes si c'était urgent ou pas urgent. Alors que nous, on le savait. Alors c'est vrai que le Conseil de l'Ordre a dit, en dessous, en tout petit, vous ne le voyez peut-être pas, bon, si nécessaire, vous appelez le 3966. Alors oui, il faut absolument appeler les médecins au 3966, mais en sachant que le 3966, à de rares exceptions près, c'est entre 20h et 24h. Et ce n'est pas là où il y a le plus d'activité. Il faudrait en réalité qu'il y en ait toute la journée de ces médecins urgentistes, alors médecins généralistes. Alors mon successeur obtient ce que nous n'avons pas pu obtenir. Il a des postes de médecins hospitaliers pour des médecins généralistes pour faire cette régulation dans la journée. C'est très bien. Je vous l'ai dit, je reprendrai le rapport de la Cour des comptes. Elle a fait une recommandation numéro 2 après avoir égratigné très méchamment la médecine de ville, chose que moi je ne peux pas faire. Elle dit voilà, il faut faire des alternatives au passage aux urgences à l'hôpital en soutenant la mise en place de centres de soins non programmés dotés d'un plateau technique léger, pouvant faire de l'imagerie et de la biologie. Tout à fait d'accord. Mais qui va le faire marcher? Des médecins généralistes, on n'en a pas assez, puisqu'on a des déserts médicaux. Des médecins urgentistes, a priori on en manque également. Et avec quels moyens financiers? Donc excellente idée, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir la réaliser en pratique. Et puis, la ministre de la Santé avait demandé à 2 grandes personnalités du monde de l'urgence, Thomas Meunier, qui en plus est député de la Charente, et Pierre Carly, professeur Pierre Carly, ancien patron du SAMU de Paris, qui préside le Conseil national de l'urgence hospitalière, de faire un rapport sur le pacte de refondation des urgences. Alors c'est un pavé, il vient de sortir, je l'ai lu, peut-être pas suffisamment, 260 pages. Il y a 2 grandes idées forces, une sur laquelle je ne pourrai pas intervenir peut-être dans la discussion, c'est la hiérarchisation des structures d'urgence, et la deuxième, c'est la création du SAS. Et la création du SAS est présentée comme la solution. Le SAS, c'est quoi? C'est le service d'accès aux soins. Et c'est quoi? C'est un numéro qu'on va créer, le 113. Le 113 sera un numéro santé, donc dédié à la santé, entre le 112 qui existe toujours mais qui ne sera plus un numéro uniquement européen, il sera dédié aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers, et le 115 qui est l'urgence sociale. Et là, vous allez avoir un plateau téléphonique sur lequel vous aurez un assistant de régulation médicale, il n'y aura pas de médecin, qui dispatchera vos demandes sur différentes structures. Alors, c'est un point fantastiquement positif pour moi. Ça rejoint la recommandation du Conseil national de l'Ordre des médecins qui avait dit que ce n'était pas au patient de déterminer la gravité de son état et que c'est cette régulation médicale qui sera de la responsabilité du professionnel de santé. Les rapporteurs nous disent
avec beaucoup d'optimisme, que tous les appels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seront décochés en moins de 30 secondes. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas dans les SAMU. Je ne sais pas chez les pompiers, dans les SAMU Centre 15, ce n'est pas le cas. Et la deuxième, c'est qu'on garantit aux personnes qui appelleront, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'obtenir soit l'envoi d'un SMUR, soit un rendez-vous d'un généraliste le jour même ou dans les 24 heures. Alors pourquoi pas, si c'est possible. Bon, moi, ce que ça me pose comme problème, ça supprime le 15. En réalité, ça ne le supprimera pas. Vous ferez le 15 et ça basculera sur le 112. Et c'est un peu dommage pour Louis Larrey, encore une fois. Eux-mêmes disent qu'ils auront 15% d'augmentation des appels. Donc ça va augmenter l'activité. Et puis là aussi, quel surcoût. Ils l'ont chiffré à environ 120 millions d'euros. Et il faudra créer des postes d'assistants de régulation médicale supplémentaires. Et puis ça sera tout sera développé, bien entendu, et mis en place pour la fin du quinquennat. Ça, c'est écrit dans le rapport. Et puis ça serait trop simple. Madame la ministre a demandé son rapport à Pierre Carly et Meunier. Mais en même temps, il y a un deuxième rapport qui sort, aussi en décembre 2019, qui est le Marcus, donc la modernisation de l'accessibilité et de la réception des communications d'urgence, fait par des sapeurs-pompiers, puisque c'est sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et par des médecins. Donc il va falloir quand même qu'on ait une décision qui soit prise à un moment donné. Voilà. J'arrête là en vous disant que, pour moi, l'urgence, ça implique un besoin ou une attention. Et cette attention, elle doit être analysée sans délai. Ça me rappelle quand vous rentrez dans votre bureau et que votre secrétaire vous dit « le patron veut te voir d'urgence ». Si vous le connaissez, votre patron, vous savez ce qu'il y a derrière le mot « urgence », mais peut-être que vous ne le savez pas vraiment. Il faut prêter attention, mais dans quel délai, on ne sait pas. Et puis, de toute manière, c'est comme la vitesse, c'est dévoyé. À mon sens, c'est totalement dévoyé. 3 citations, et je termine là-dessus. Celle d'Edgar Morin, qui dit qu'à force d'oublier l'essentiel pour l'urgence, vous oubliez l'urgence de l'essentiel. Et ça me renvoie à un de mes amis qui était le patron des urgences d'un des plus grands hôpitaux du Caire, qui dans un congrès international nous a dit « je ne sais pas m'organiser, je ne sais pas comment il faut faire, mais moi au sein de mon service d'urgence, comme je ne m'en sors pas, je viens de créer un service d'urgence, à l'intérieur de mon service d'urgence. » Voilà. La deuxième, c'est Gilles Finkelstein, qui est le directeur général de la Fondation Jaurès, qui est politique, et son livre est un livre politique, il ne s'en cache pas, qui dit qu'on est vraiment maintenant dans la dictature de l'urgence qui mène toutes les décisions. Alors il ne le dit pas pour la santé, ce qui est déjà un bon point. Et puis, je le disais à Olivier Mock, je crois qu'il ne faut pas oublier Paul Virilio. Paul Virilio, c'est vraiment un vrai penseur de la vitesse, et qui vous dit que c'est la tyrannie de l'instant qui est en cours. Et je pense que c'est ce que l'on vit, nous, dans les urgences au quotidien. Merci.